Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Le monde du travail dans 15 ans, si on devait l'imaginer, je l'imagine avec des entreprises qui auront mis au cœur de leur business l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qui auront pris en compte la puissance du mental, la puissance de la santé mentale et sauront effectivement certainement recruter en prenant en compte ces caractéristiques, mais il nous faudra aussi être vigilants face aux travers qui vont bien sûr naître en parallèle. Et je dirais effectivement, osons, osons avancer en ayant à cœur de développer la santé mentale individuelle et collective. Lors de la rentrée de septembre, nos batteries sont en général pleines de soleil et de vacances. C'est le moment idéal pour prendre soin de notre santé et plus particulièrement de notre santé mentale au travail et dans notre vie au sens large. Gaëlle Blanchard-Leclerc est psychologue en entreprise, expert en santé au travail et risques psychosociaux, psychanalyste, formatrice et conférencière. Forte de ses 16 années en tant que directrice développement RH dans des entreprises françaises et internationales, elle a fondé en 2011 le cabinet Osali Conseil. Elle est également organisatrice animatrice des semaines d'information sur la santé mentale. Elle est convaincue qu'agir sur le mieux-être de l'ensemble du capital humain au sein des organisations participe à accroître sa valeur. Après avoir vu ce qu'est la santé mentale, ses caractéristiques et son impact positif sur l'entreprise, nous nous pencherons sur les risques et les obstacles qui peuvent la compromettre. Comment chacun peut prendre soin de sa santé mentale et apprendre à l'évaluer ? Comment l'entreprise peut participer à la santé mentale de ses collaborateurs ? Ces questionnements nous mèneront à aborder des thématiques essentielles telles que la charge mentale, le lien social, la communication et l'intelligence émotionnelle. Car pour Gaëlle, c'est cette intelligence qui sera la clé du futur du travail. Alors, avant de plonger dans l'interview, prenez un instant. Comment vous sentez-vous là maintenant ? À quel niveau est votre charge mentale ? Gaëlle, votre parcours professionnel est-il singulier ? Je dirais que il est singulier dans le sens où nous sommes tous uniques. Donc effectivement, il est singulier. Je dirais peut-être deux, trois mots. Formation scientifique, de parcours. À l'époque, c'était des DESS en psychologie et en droit du travail à l'IAE de Dijon, spécialisée en gestion des ressources humaines. Je vais commencer ma carrière en tant que professionnelle, en tant que consultante ressources humaines. Je vais rejoindre l'entreprise sur des postes de directeur développement ressources humaines. Et après, mon parcours personnel et professionnel va me pousser effectivement à créer ma société de conseil en spécialisation santé au travail, risques psychosociaux que j'ai créé il y a un peu plus de 13 ans et qui s'appelle Osali Conseil. Osali voulant dire soleil levant en amérindien, c'est-à-dire espoir. C'est très joli. Et donc aujourd'hui, dans votre entreprise, vous avez plusieurs casquettes. Alors, effectivement, je suis psychologue, psychanalyste et j'interviens aussi en tant qu'expert référencé par la CARSAT, expert santé au travail. J'interviens auprès des organisations pour réaliser des évaluations des risques psychosociaux, mais aussi on fait beaucoup appel à moi en tant qu'expert pour tout ce qui est prévention avec la formation des managers et des directions générales, bien sûr. Alors justement, qu'est-ce que la santé au travail ? Qu'est-ce que la santé mentale au travail, précisément ? Ah, très joli de faire cette nuance dans l'interview, puisqu'effectivement,
J'aurais envie, ce qui me vient en écoutant la question, c'est de reprendre un slogan de l'OMS qui est assez récent et qui dit pas de santé sans santé mentale. Je crois que là, on a tout dit. C'est qu'effectivement, la santé mentale au travail, en fait, se réfère à l'état de bien-être psychologique des salariés dans leur environnement professionnel, que ce soit avec les contraintes et bien sûr les ressources. Et elle implique en fait la capacité à gérer le stress au quotidien, de travailler de manière productive, en tout cas efficace, et de contribuer positivement à l'entreprise et aux relations sociales. Cependant, la santé mentale, en fait, ne se limite pas au cadre professionnel. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que votre question est très importante, parce que la santé mentale est au-delà du professionnel. Elle englobe toute notre vie, mais elle englobe aussi les aspects donc, de la vie personnelle, y compris les relations que l'on peut avoir dans nos vies familiales, amicales, etc., les loisirs. Et tout ça, c'est un équilibre global dont fait partie la santé au travail. Alors, quelle est selon vous aujourd'hui la difficulté numéro un pour maintenir cette santé mentale au travail? Je dirais que quand on sait qu'effectivement, avoir une bonne santé mentale pourrait se définir en trois clés. La première, bah, c'est être capable de s'adapter, quelles que soient les situations de notre vie. C'est avoir suffisamment confiance en soi pour rebondir finalement, quoi qu'il va pouvoir nous arriver dans notre vie. Et surtout, éprouver du plaisir. C'est ce que j'ai aujourd'hui en étant avec vous malgré un stress, une tension, d'être là dans une interview. Pour autant, c'est toujours important de garder ce plaisir. Et bien sûr, posséder une bonne santé mentale, c'est trouver un équilibre finalement avec l'ensemble de tout ça. Alors, les risques ou les difficultés, euh, je dirais que les difficultés numéro un pour maintenir une bonne santé mentale, c'est certainement le fait que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris l'importance de la santé mentale et donc la prise en compte de sa propre santé mentale dans sa vie. Numéro un, je dirais, c'est nous-mêmes, en fait. La première difficulté, c'est d'accepter de pouvoir nous prendre en compte notre santé mentale. La deuxième, bien sûr, puisqu'on parle aussi du travail, c'est une charge mentale, mais elle n'est pas liée qu'au travail, hein. Les téléphones, les mails, etc., etc., une sorte de connexion permanente, évidemment, use et prend énormément de la part mentale, de la charge mentale et donc diminue notre santé. Je dirais aussi les difficultés liées à la communication. Les relations à l'autorité, au management font partie des difficultés que les salariés rencontrent au sein des organisations, effectivement. Et le lien social. Je vais passer rapidement, mais évidemment, le télétravail, la distance qu'on a pris avec l'autre, le sentir l'autre n'est pas si évident, hein. On se comprend quand on le dit. Et puis, effectivement, je pense que plus on aura développé une intelligence émotionnelle, une capacité finalement à réagir avec l'autre en comprenant mieux nos propres émotions, effectivement, on lèvera beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés dans les organisations. C'est vraiment très important parce que vous êtes revenu à un point individuel. Je trouve ce que j'ai entendu en premier, déjà, savoir la repérer, voir dans quel état on est. Comment est notre santé mentale? Et c'est vrai que c'est souvent une cause, si on parle des burn-out, par exemple, les gens n'ont pas les clés forcément pour se rendre compte ou la capacité à s'en rendre compte d'ailleurs. Tout à fait. C'est tout à fait ça, alors, absolument. C'est-à-dire que le premier risque, la première difficulté qu'on rencontre, ou quand j'interviens par exemple dans une entreprise, que je fais une évaluation des risques psychosociaux, en fait, on se rend compte très souvent, ou les personnes qui viennent me voir à mon cabinet, hein, on s'aperçoit très souvent que la perception qu'une personne a d'elle-même et de son propre état d'équilibre mental est souvent absolument biaisée, est absolument erronée, mais c'est tout à fait naturel, puisque le mal-être est tel que de toute façon, on ne perçoit plus le monde de la même façon, ni son monde intérieur, ni le monde à l'extérieur, qui peut devenir justement urticant, je dirais comme ça. Évidemment, l'intérêt d'avoir une bonne santé mentale, si j'ai envie de le dire comme ça, bonne entre guillemets, hein, Oui, au oui, travail, oui, oui. cela semble évident que pour les entreprises également, c'est tout à fait bénéfique. Mais est-ce que vous voulez aussi nous partager tous les bénéfices de collaborateurs justement qui ont une santé mentale de qualité au travail?
Alors effectivement, plus vous avez une bonne santé mentale personnelle, plus évidemment vous allez effectivement, j'ai envie de dire, rayonner autour de vous. Et a fortiori dans votre monde du travail. Vous allez être en interaction avec les objectifs qu'on va vous donner, avec votre manager, avec votre direction, avec vos collaborateurs, avec vos clients, etc. Donc évidemment, je dis toujours, ça passe d'abord par nous, parce qu'on ne peut pas tout demander à une organisation, on ne peut pas demander à une entreprise de tout porter. Ce serait une erreur de perception justement de ce talent que l'on a chacun d'entre nous, qui est notre santé mentale. Donc effectivement, un collaborateur qui a pris soin de sa santé mentale, évidemment, aura un atout et une force dans l'organisation. Je dis souvent, j'invite tout manager à avoir fait un petit peu de travail sur soi. Ça lui rendra la vie bien plus agréable et plus efficace et donc plus performant dans l'organisation. Effectivement, vous avez parlé de la communication, de la relation à l'autorité, hein, dans un des points, d'ailleurs, des difficultés importantes. Vous avez également donc parlé de la charge mentale, qui est un point important, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qui crée cette charge mentale, aujourd'hui? Ah, je dirais notre mode de vie, hein, notre quotidien, chacun d'entre nous, mais ça a toujours existé, ça à travers l'histoire et dans toutes les cultures, c'est le mode de vie que l'on peut avoir, chacun à notre endroit. Bien sûr, un contexte sociétal, environnemental, si on pense à l'Europe, la France, vous voyez, peu importe, au niveau mondial même, effectivement, ça interfère absolument dans notre état psychique, dans notre état mental. Bien sûr, l'ensemble aussi, et ça, je pense qu'il ne faut pas le minimiser, c'est tout ce qui est l'ensemble des outils connectés, une forme de sollicitation permanente qui nous concerne tous et à chacun d'entre nous de reprendre la main, de reprendre le pouvoir sur ces outils et de ne pas les laisser guider et diriger notre vie. Ça, c'est fondamental. Bien sûr, il y a, et il ne faut pas le minimiser non plus, la pression de l'autre, l'autre quel qu'il soit, l'autre mon collègue, l'autre mon collaborateur, l'autre mon manager, l'autre mon client, l'autre. Bien sûr, il y a le management dedans, mais pas que, mais pas que. Et je dirais bien sûr, et on en découle, ce lien social qui est devenu parfois trop virtuel et pas assez réel, avec bien sûr les contraintes que ça entraîne, mais aussi l'exigence que ça impose vis-à-vis de nous-mêmes, aussi dans le rapport à l'autre, dans le respect, dans la bienveillance, dans la capacité d'écouter la contradiction, d'écouter l'autre avec ce qu'il nous amène, qui ne nous plaira pas toujours, mais pour autant, ben, c'est différent. Et comment accepter cette différence, comment faire avec, comment grandir et donc innover et performer, évidemment, dans les organisations. C'est vrai que là, vous avez lié charge mentale et lien social, hein, dont vous nous aviez parlé aussi comme une des difficultés pour la santé mentale. Effectivement, il y a un lien et depuis le Covid, où il y a encore plus de télétravail, où les gens se sont retrouvés seuls chez eux, il y a eu beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont commencé à être mal parce qu'ils n'avaient plus aucun contact. Alors des personnes qui ont apprécié aussi, hein, mais effectivement, pas mal de gens qui se sont sentis très mal par rapport à ça. J'aime bien ce lien entre charge mentale et en fait le lien social aussi, la manière dont il est fait, dont il est géré. Absolument, tout à fait. Et effectivement, ce lien social est une clé de bien-être. Je dirais que la définition que l'on a de l'intelligence émotionnelle, les chercheurs de l'époque ne l'avaient pas souligné, et je pense incontestablement que plus on développe son intelligence émotionnelle, plus on développe son bien-être individuel, donc en tant que tel, c'est déjà formidable, mais surtout, on aide à faire du lien social de qualité, du lien social efficace et bienveillant dans le sens, pas la bienveillance naïve, non, non, la bienveillance constructive, efficace, qui permet que entre nous, on va pouvoir se supporter malgré la différence, malgré le fait qu'on ne va pas penser pareil et qu'on ne ressentira pas le monde de la même façon. Mais quelle richesse finalement que de vouloir écouter, comprendre l'autre avec cette différence. Eh bien, c'est là qu'on sera innovant, c'est là qu'on trouvera des solutions. Vous faites tout à fait le lien entre les différents points que vous avez dit. Alors, je vais les répéter pour qu'ils soient bien en tête, hein. C'est prendre soin de sa santé mentale, déjà de soi-même, voir dans quel état elle est. C'est la charge mentale, hein. Vous aviez parlé de la communication, relation à l'autorité, donc effectivement, manager, le lien social et l'intelligence émotionnelle. Donc, tout ça se lie, puisqu'effectivement, lien social,
il est de meilleure qualité quand on a une intelligence émotionnelle développée, quand la communication est de meilleure qualité aussi, hein, la relation à l'autorité, quand on a une charge mentale effectivement moins peut-être focalisée sur tout ce qui nous dérange en continu et on n'a plus de temps pour aussi le lien social à un autre niveau. Et puis évidemment, prendre en compte pour soi, c'est aussi savoir s'observer, prendre du recul par rapport à soi. Donc, on a un beau lien, je trouve, dans tout ce que nous avez présenté. Tout à fait. Merci de l'avoir reformulé de la sorte. C'est tout à fait ça. Alors, justement, comment s'en rendre compte à un niveau individuel dans un premier temps? Vous l'avez relevé d'ailleurs, c'est pas forcément évident de se rendre compte de l'état de notre santé mentale et de ce trop-plein de charge mentale. Et comment s'en rendre compte aussi au niveau de l'entreprise, qu'il y a un trop-plein de charge mentale chez ses collaborateurs? Alors, c'est super de le faire sous deux angles. Bien sûr, d'abord nous-mêmes, toujours ramener à nous, comment pouvons-nous prendre en compte notre santé. Donc ça, c'est toujours précieux de remettre l'individu en homme libre, en homme debout, qui peut agir sur sa santé, sur son bien-être, donc qui a les moyens d'agir sur lui. Donc ça, c'est très important. Effectivement, très souvent, on peut ne pas s'en rendre compte. Donc j'ai envie de dire, décomplexons-nous, osons aller voir des professionnels dont le métier, c'est de se préoccuper de cet aspect des choses, c'est-à-dire du mental, du psychisme, de la santé mentale, pour employer les termes simplement. Bien sûr, j'en profite puisque on m'interviewe, mais de parler, d'aller voir des psychologues, d'aller voir des psychanalystes, d'aller voir des psychiatres. C'est-à-dire que c'est accessible. Arrêtons de faire un tabou de ce sujet. Comme je dis souvent pour sourire, quand on a mal aux dents, ça ne viendrait à personne l'idée de ne pas aller voir un dentiste. Quand on a mal à l'âme, on pense que aller discuter avec son boucher, sa boulangère ou ses amis ou sa famille, ça va nous libérer. Pas forcément. Et parfois, un autre travail d'une autre qualité, évidemment, peut amener à un soulagement. Vous voyez bien ce que je suis en train d'éclairer, c'est-à-dire la puissance de la parole qui agit sur nos vies, évidemment. Et vous voyez que ça peut agir, hein, les troubles qu'on trouve, hein, on va trouver des troubles du sommeil, des AVC, des troubles cardiovasculaires, des douleurs, les cancers, maintenant, on le sait, sont des signaux pour nous envoyer des messages clairs sur un état général aussi, des troubles hormonaux, des troubles de la sexualité, etc., etc. Sur le plan, bien sûr, de l'entreprise, on est sur un autre endroit. Et effectivement, l'entreprise va pouvoir prendre en compte des indicateurs qui sont connus, je ne vais pas les détailler, mais on va trouver l'absentéisme, on va trouver le turnover, hein, on va trouver parfois la tension qui peut exister dans le collectif, mais aussi la judiciarisation, par exemple, des dossiers ou des situations. Les alertes que font aussi les directions des ressources humaines, qui sont souvent au premier plan, mais qui ne sont pas toujours entendues parce qu'on est pris par l'activité, le business, etc. Les partenaires sociaux sont aussi de très, très bons lanceurs d'alerte. Bien sûr, il y a les managers qui sont des vigies précieuses dans l'organisation, mais encore une fois, parfois, ils se taisent parce que un petit peu, mon petit gars, c'est un peu ton job, quoi. Donc, essaye de faire le job, quoi. Mais non, parce que parfois, ça peut être des alertes intéressantes pour pouvoir soulager ou agir pour diminuer les risques psychosociaux. En tout cas, quand j'interviens dans les organisations, quand on me demande d'intervenir en tant qu'expert santé au travail et que je mène des entretiens d'évaluation des risques psychosociaux, on s'aperçoit qu'effectivement, on va avoir beaucoup de tensions qui ressortent. Là où, je dis très souvent, s'il y avait eu tout un maillage permettant à la parole de se libérer, à la parole de se dire, même si elle ne nous plaît pas, mais d'accepter qu'elle se dise, vraiment, vraiment, on diminuerait les tensions psychiques et mentales dans les organisations et donc on augmenterait de façon exponentielle la performance. Ces tensions sont souvent dues aussi à une certaine organisation, à un certain management. Alors oui, 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 absolument. Il faut pouvoir aussi revoir, questionner, absolument, la posture managériale. Et là, vous voyez bien que vous me voyez arriver à grands pas avec le levier qui est surpuissant, qui est l'intelligence émotionnelle. Très souvent, j'entends des collaborateurs me dire, mais moi, c'est pas la peine que j'aille lui dire, il m'écoute pas. Ou moi, c'est pas la peine que j'aille lui dire, de toute façon, il veut pas que je lui parle des problèmes.
Il faut que je lui amène que des solutions. Vous voyez, cette idée du positivisme, amener que des solutions, ça a une limite psychique parce que tout simplement, le psychisme n'est pas fait comme ça. Il est fait aussi de, de pouvoir libérer les tensions, libérer mes contraintes. Peut-être mes contraintes ne sont qu'une perception, mais si je vous en parle, vous allez pouvoir m'aider à percevoir le monde autrement. Si je ne vous le dis pas, je reste convaincue de ma perception du monde qui peut-être est fausse. Ouais. Donc, la première chose, effectivement, intelligence émotionnelle et communication. On revient hein, sur ces Absolument. deux. Absolument. Et la communication, c'est souvent le point numéro un que l'on voit ressortir dans les risques psychosociaux. Absolument. Une fois qu'on l'a détecté, qu'est-ce qui peut être fait? Donc, à un niveau individuel, hein, toujours pour commencer, à un niveau peut-être collectif au sein d'un service et au niveau encore plus élevé de l'entreprise, de l'organisation. Alors, individuel, on est d'accord. Tout ce qu'on peut faire pour rappeler aux salariés qu'ils ont à prendre leur santé physique et mentale en charge et de jamais l'oublier. Croire qu'on doit reposer ça entre les mains de l'organisation, entre les mains des managers, entre les mains de la direction, c'est une erreur d'analyse. Donc ça, c'est capital. Osons prendre soin de notre santé psychique, certainement le capital le plus puissant qui existe, et donc à chacun d'entre nous de le préserver, d'en prendre soin. Et pour ça, effectivement, parfois, ben, il y a des entreprises, voyant que la prise en charge ne se fait peut-être pas à l'extérieur, mettre en place des dispositifs de psychologues où on fait intervenir en tant que psychologue dans les organisations. Alors, soit pour faire un suivi d'accompagnement à un moment précis de la vie de l'organisation, ou parfois lorsqu'il y a des situations extrêmes. Je pense à des situations où on m'a fait intervenir, notamment dernièrement, suite à un suicide d'un jeune collaborateur et qui a effectivement chamboulé toute l'organisation. Donc là, quelle idée lumineuse du dirigeant de prendre en compte la santé de ses collaborateurs en mettant très vite en place un dispositif. Parce que plus vite c'est mis en place, plus vite la parole se libère, plus vite l'attention peut se lâcher, plus vite le collectif retrouve une bonne santé mentale et finalement plus elle lève les freins. Donc ça, c'est un premier type d'intervention aussi où je peux intervenir. Je fais une petite parenthèse, j'ai vu des décès dans des entreprises gérés d'une manière catastrophique. Ah ben oui, On ne bien sûr, prenait pas en compte les tout à fait, collaborateurs. tout à fait. C'était un manager auquel je pense, Oui, qu'ils étaient laissés sans info de vraiment c'est ce qui se ça. passait, qu'ils n'étaient pas encadrés, que les gens qui recevaient la nouvelle devaient, eux, essayer de gérer en plus les autres personnes. Enfin, Et ce en n'est plus, la pas performance et l'efficacité, etc. ça. Et les clients, par exemple, vous soulignez un point important qui me fait Mmh. écho euh, au décès, Oui, effectivement, de quelqu'un. Et les collaborateurs recevaient les appels des clients oui, et ne oui. savaient pas quoi leur dire. C'est à l'organisation vraiment de soutenir ça, d'apporter le message adéquat, de transmettre la communication pour que les salariés puissent avoir le moins de tension psychique et permettre justement de continuer à travailler dans les meilleures conditions. Donc très souvent, je suis appelée par les directions générales pour les accompagner dans un moment de crise, hein, en fait. Hein. Vous voyez, c'est très court l'intervention, mais ça permet vraiment de soulager très vite et ça fait du bien à l'individu et ça fait du bien, vous l'aurez compris, parce que c'est précieux au collectif, évidemment. Oui. Je dirais bien sûr, il y a la possibilité, ou sinon au niveau plus collectif, aux entreprises de réaliser ce qu'on appelle des évaluations des risques psychosociaux. Je suis en tant que référente CARSAT, les entreprises peuvent faire appel à moi et donc on réalise des évaluations des risques psychosociaux dans les organisations. Donc, ça permet de faire un état des lieux avant de mettre en place un plan d'action. Parce que parfois, les entreprises veulent aller un peu vite, mettre en place, vous savez, plein de rustines, plein de dispositifs et parfois très coûteux. Là où souvent je dis, c'est souvent des actions simples qui vont aussi marcher. Quand on parle communication, on n'a pas besoin forcément d'usine à gaz, hein. C'est parfois des choses simples, hein. Je vois que ça fait écho, mais c'est tellement là la solution. Donc, faire une évaluation à un instant T, ça permet une photo à un instant T et bien sûr un plan d'action adapté. Et très souvent avec un comité de pilotage constitué des salariés. Donc évidemment, ça donne un travail sur mesure efficace. J'ai des exemples qui me reviennent d'une entreprise qui a fait un plus 10% après une action de ce type sur son business.
Et elle avait absolument mesuré l'efficacité de ce travail qui a embarqué tout son collectif finalement. C'est devenu un thème général dans l'entreprise, vous voyez? Quelle était l'action en question, si vous pouvez en parler, bien sûr? Alors, il y avait plusieurs plans d'action, mais notamment, bien sûr, la formation des managers sur les leviers de l'intelligence émotionnelle et de revoir vraiment une communication beaucoup plus fluide entre la direction générale, le cap à donner, la vision et les salariés. Ça, c'était vraiment un levier important. Et bien sûr, le troisième peut-être point où on pourrait voir ce qui peut être fait, c'est bien sûr de la formation. Il faut former. Je dis toujours, la formation, c'est une éternelle répétition. Et ça n'est pas grave. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que les travers reviennent. Si on n'avait que des collaborateurs qui avaient fait une psychanalyse, c'est-à-dire une analyse de leur propre psychisme, c'est-à-dire qui seraient finalement plus à même de comprendre comment ils fonctionnent. Alors oui, peut-être qu'on ferait des formations un peu moins souvent. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. 100% des managers n'ont pas fait une psychanalyse, ça n'est pas vrai. Là où en fait le travers revient, c'est-à-dire notre propre travers reprend le dessus. C'est comme ça. Et donc, la formation, c'est en tout cas une béquille efficace au fait que les collaborateurs n'ont pas forcément fait un travail sur eux pour comprendre qui ils sont finalement. Donc voilà, la formation, et je pense pouvoir dire que l'intelligence émotionnelle sera le levier de demain et qu'effectivement, il sera surpuissant dans les années qui viennent. Est-ce que vous pouvez définir ce que vous entendez par intelligence émotionnelle? Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis le début et c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est un mot dont on parle beaucoup. C'est la capacité, finalement, à gérer ses émotions, c'est-à-dire à les percevoir chez soi et chez les autres, à être capable d'en comprendre quelque chose, c'est-à-dire, eh bien, là, je sens monter en moi la colère. Pourquoi la colère? Ah, ben, je vois pas, il n'y a rien autour de moi qui peut me mettre en colère. Ah, mais si, c'est vrai. Hier, quand mon manager m'a dit ça, je n'ai pas aimé. Repérer que c'est à ce moment-là que la colère va naître. Et une fois que j'ai repéré ça, c'est quelle est finalement la réponse adaptée que je vais faire. Est-ce que je vais me mettre en colère et vraiment exprimer très fortement ma colère? Ou est-ce que je vais réussir à finalement la formuler, cette colère, et de dire, bah, effectivement, Gérard, je voulais vous dire que ce que vous m'avez fait hier, lorsque vous m'avez interrompu dans la réunion du comité de direction, a fait naître en moi une véritable colère et depuis, je n'en démords pas. Pourrions-nous en reparler? Parce qu'il serait bon que ça ne se reproduise pas. Voilà un exemple simple, concret, pour rendre visible qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Et vous voyez que si mon interlocuteur n'est pas à même de recevoir cette intelligence-là, vous voyez ce qui peut se produire. Alors, vous mesurez derrière ce qui peut arriver. Ah oui. Voilà. Déjà apprendre à ne pas prendre pour soi aussi. Voilà, Donc c'est exactement. Est-ce que vous auriez des innovations, alors innovations ou idées intéressantes qui ont été mises en pratique justement autour de la santé mentale ou de cette charge mentale dans des entreprises? Oui, et j'ai envie, par exemple, de partager aussi ce qu'une entreprise américaine, et en tout cas, je vois que certaines entreprises commencent à le faire, a demandé, par exemple, à tous ces commerciaux qui étaient itinérants, donc qui partent sur le terrain et rencontrent les clients en, en face à face, de laisser leur téléphone portable dans leur voiture. C'est-à-dire de ne pas l'avoir sur soi pour pas sentir une vibration, pas avoir envie de regarder un SMS, ne pas vouloir répondre, etc. Bref, couper véritablement cette connexion pour que quand je rencontre mon client, je sois dans une rencontre réelle, ici et maintenant, justement parce que, et j'en avais pas encore parlé, mais je vais en toucher deux mots, bah parce que les neurosciences, nous en tant que psychanalystes, on sait ça depuis longtemps, mais maintenant les neurosciences sont en train de confirmer tout ce que on a pu nous voir dans notre pratique. Et je pensais, en réfléchissant là, Eric Kandel, qui a été prix Nobel de physiologie et de médecine en 2000, alors ça date, ça fait 24 ans. Eh bien, il disait déjà à l'époque que le modèle psychanalytique était le modèle qui exprimait le plus clairement
ce qu'on découvre en neurosciences. C'est-à-dire, finalement, que cette capacité que l'on a du mental va pouvoir agir clairement sur nos vies, sur notre capacité, sur notre performance, etc. Vous avez d'autres exemples? Alors voilà, il y avait le fait de mettre de côté. Pour la charge mentale, il y a le fait que si effectivement vous donnez des injonctions contradictoires, je vais occuper votre charge mentale de façon très forte. Ce serait bien, Laure, vous êtes manager. Alors cette année, écoutez, vous allez devoir faire avec 2 collaborateurs en moins, hein. Vous comprenez, on va faire une restriction budgétaire. Et puis alors, ce serait bien de faire 10% hein, de, d'objectifs réalisés. Voilà, une injonction contradictoire dans la même phrase qui entraîne énormément de charge mentale, notamment chez les managers, qui vont le déployer parce que ne réalisant pas qu'ils sont saturés, ils sont pris dans une tourmente et parfois ils ne trouvent pas comment le dire. Donc ils le redisent de la même façon finalement aux collaborateurs. Et toute l'organisation se trouve contaminée. C'est, c'est important de savoir que l'émotion, c'est quand même le virus le plus puissant qui se répand à la vitesse de la lumière. Que ce soit le bonheur et la joie ou que ce soit la peur et les angoisses. Donc, une fois de plus, charge mentale liée beaucoup à la communication. Ah oui, beaucoup, bien sûr. En tout cas, le canal pour pouvoir agir dessus peut être effectivement pour une grande part la communication, la façon dont on va le dire, la façon dont on va le recevoir. Absolument. Et peut-être aussi une déconnexion de certains outils qui sont trop omniprésents, hein. Vous m'aviez dit également, Oui, oui, mais des outils de communication finalement. des outils de communication, tout à fait. Alors vous-même, qu'est-ce qui occupe votre charge mentale et comment la gérez-vous? Alors, ah ben oui, écoutez, c'est joli comme question et je vais y répondre avec le cœur, comme je fais depuis le début de cette interview. Je dirais que c'est pas parce que je suis psychologue ou psychanalyste que j'échappe au fait de devoir prendre soin de moi. Je dirais au contraire. Et je dirais que tout bon psychologue devrait déjà avoir fait une psychanalyse, c'est-à-dire un travail sur soi, et deuxièmement, d'être en supervision, ce que je suis, c'est-à-dire de continuer finalement à parler, et échanger, faire de la parole un outil pour effectivement pouvoir soulager sa santé mentale et permettre d'y voir plus clair. Donc c'est fondamental dans ma pratique de continuer ce travail. Alors voyez, je vous ai tout de suite donné l'antidote, hein, vous avez compris, à ma charge mentale. J'ai démarré par là, c'est-à-dire je vous donne tout de suite ce que je mets en place pour que justement soutenir ma santé mentale. Il y a bien sûr du sport. Et je fais un petit clin d'œil à cette année olympique parce que je crois intimement que le sport, le physique va participer à une bonne santé mentale. Je suis intimement convaincue, ma propre pratique, ma propre expérience dans ma chair, mais aussi toute ma pratique clinique me le montre. Donc vraiment, du sport. Et le petit clin d'œil, c'est qu'effectivement, je serai sur le départ du Trekking Gazelle en 2024 pour réaliser effectivement cet événement solidaire, éco-responsable. Et vous voyez le lien avec ma société, hein, Osali Conseil, qui est une société à mission, à impact, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir agir sur la santé mentale des collaborateurs. Et ma raison d'être de ma société, c'est agir durablement sur la santé mentale. Donc, voilà, le sport, l'action solidaire, voilà des endroits où on peut soulager aussi sa santé mentale, évidemment. Oui, le sport qui aide aussi à évacuer des émotions, peut-être un trop plein d'émotions. Donc justement, Tout on à fait, revient. tout à fait. Y a-t-il d'autres points importants dont on n'a pas parlé, pour vous sur la santé mentale au travail, hein? Alors, il y aurait plein de points. C'est un sujet qui est gigantesque. À mon avis, qu'on est loin d'avoir, on est loin d'avoir fait le tour. Mais ce qui me vient comme ça, des thèmes qui seraient intéressants à creuser, c'est effectivement la puissance de la parole dans la rencontre à l'autre, mais encore plus puissante, l'écoute. Si on apprenait à écouter, ça, ce serait vraiment un sujet. Bien sûr, il serait intéressant de développer les freins que les individus, que chaque personne rencontre dans sa vie pour s'empêcher finalement de prendre soin de sa santé mentale. Vous voyez, on a maintenant
La santé bucco-dentaire, globalement, ce n'est plus un sujet de santé publique, mais la santé mentale, je crois pouvoir dire que c'est un vrai sujet de santé publique. La puissance du mental, bien sûr, dans la performance sportive, mais aussi la performance personnelle, individuelle, collective. Et vous me voyez venir, bien sûr, lié à la santé, la guérison du corps par la parole aussi. Et justement, ça fait un petit clin d'œil à la conférence que j'organise en octobre dans le cadre des semaines d'information de la santé mentale et qui auront pour thème le lien entre santé mentale, performance personnelle, professionnelle et le sport de haut niveau. Et j'interviewerai, et c'est moi qui interviewerai ce jour-là, un sportif de haut niveau sur ce thème. Intéressant. Effectivement, ce que j'entends aussi, c'est que la santé mentale, et ça l'est encore aujourd'hui, même si je pense que c'est moins qu'avant, c'était très lié, on va dire, au fait, on va voir un psychologue ou un psychiatre, parce qu'on est fou, parce qu'on est malade. Il y a encore, je trouve, alors pas chez tout le monde, hein, ça a grandement évolué, mais il y a encore quand même ça qui est un peu présent. Tout à fait, tout à fait. Alors là, vous soulignez un point qui fait partie en fait de mon engagement, c'est-à-dire d'œuvrer pour que, en tant que bénévole, vous voyez, au sein du Conseil local de santé mentale depuis de très nombreuses années, c'est d'œuvrer pour qu'on comprenne que la santé mentale n'est pas une histoire de psychiatrie, c'est une histoire individuelle de chacun d'entre nous. Comme nous avons une santé physique, nous avons une santé mentale. Je reprendrai l'OMS, pas de santé sans santé mentale. Et donc, effectivement, il y a un énorme chantier là-dessus que de croire encore, mais je l'entends cette phrase, hein, mais moi, je ne vais pas voir un psychologue, je ne suis pas fou. Mais je dis très souvent, c'est le signe d'une grande intelligence. C'est tout l'inverse. C'est le signe d'une très grande intelligence, c'est-à-dire une intelligence émotionnelle avec soi-même, une rencontre avec soi, que de se dire, mais là, je pourrais aller demander de l'aide, je pourrais faire quelque chose pour moi. Je ne suis pas obligée de subir la souffrance, je ne suis pas obligée de souffrir le mal-être. Et si c'était le cas, si chaque individu avait cette sensibilité, je sais pouvoir vous dire que ça agirait évidemment dans les organisations. Ça aurait un impact dans le collectif des organisations et des entreprises de façon favorable, hein, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qui pourrait être une grande évolution du monde du travail, des manières de travailler ou de vivre le travail, en lien évidemment avec cette santé mentale? Eh bien, effectivement, je dis souvent que ce qui fera la différence entre deux organisations dans les années à venir, ce ne sera pas la technologie ou les outils, mais ce sera ce qu'on pourrait appeler le quotient émotionnel collectif. J'aime bien l'appeler comme ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sera exponentiel au regard de l'intelligence émotionnelle individuelle. Vraiment. C'est-à-dire qu'un collectif qui serait fait d'individus plus sensibles à leur intelligence émotionnelle donnerait un collectif surpuissant. Et j'aurais envie de terminer parce qu'on est à l'heure des JO, Jeux Olympiques. J'ai une citation de Pierre de Coubertin me revient et qui s'applique à cette force, en fait, finalement, surpuissante que représente la force du mental, l'intelligence émotionnelle, qui est plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. On pourrait presque rajouter mais ensemble, si je me permettais. Alors, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller sur ces sujets? Alors, il y a bien sûr Christophe Hague, qui est psychologue à Lyon, à l'EM Lyon, qui a écrit un livre qui s'appelle La contagion émotionnelle, donc très intéressant, effectivement, très facile à lire, très accessible. Il y a un livre dans lequel j'ai participé à l'ouvrage sur un article. Le livre, c'est L'intelligence artificielle, Institut Europia IA, intelligence artificielle en question. Et l'article que j'ai écrit, c'est intelligence artificielle, intelligence émotionnelle, psychanalyse, pour voir comment tout ça se répond. Vous aurez compris que ce qui fera la différence des entreprises de demain, c'est pas l'IA, parce que nous aurons tous l'IA à disposition. Ce sera les hommes et les femmes qui sauront ou pas comment utiliser cet outil de façon intelligente, de façon subtile, émotionnelle, etc. Et là, évidemment, ça fera la différence. Ah, où peut-on vous retrouver? Ah, alors bah écoutez, je suis sur LinkedIn, hein, à mon nom, hein, Gaëlle Blanchard-Leclerc. Vous pouvez aussi bien sûr retrouver
mon site internet osaliconseil.fr et bien sûr la conférence que je vais organiser en octobre, donc à la mairie du 6e le 10 octobre. Pour terminer, je vais tirer un nombre au hasard entre 1 et 9. J'aime bien mettre un peu de hasard ou de non-hasard, hein, selon comment on perçoit les choses. Et vous allez me dire par rapport à ce nombre, qu'est-ce qu'il vous inspire en fonction du travail, de votre parcours professionnel ou de tout ce que on a échangé ici. Alors, j'en ai Tirage au un. sort. C'est le 9. J'ai l'impression que je le tire souvent en ce moment, ce 9. Eh bien, écoutez, j'en suis ravie. Parce que c'est un chiffre et un nombre qui m'inspire. Parce qu'effectivement, le 9, c'est un chiffre qui est considéré en Chine comme un nombre dans la culture chinoise qui est précieux, puisque c'est le même idéogramme, ou en tout cas un idéogramme très proche du mot durable. Donc vous voyez bien le lien avec ma société, engagement durable, entreprise à mission. Donc ça, effectivement, ça a une importance, parce que je suis intimement convaincue qu'agir sur sa santé, c'est agir durablement sur, sur la planète, très, très clairement, et donc sur l'humanité. Et c'est un symbole, bien sûr, qui est connu dans les cultures comme un symbole universel, et donc effectivement très fort, très, très riche. Et pour le clin d'œil, c'est le numéro de la team de notre équipe sur le Trekking Gazelle C'est très chouette. et qui est choisi parce que notre parrain, le parrain de notre équipe, écoutez bien, c'est l'Asvel féminin avec Tony Parker qui porte bien sûr le numéro 9 et numéro de dossard qui vient d'être enlevé de l'équipe de France. Donc le numéro 9 ne sera plus jamais redonné à personne dans l'équipe de France. Une dernière phrase pour conclure notre interview. Oui, eh ben, écoutez, l'entreprise de demain, je crois pouvoir dire qu'incontestablement, elle sera faite d'une intelligence émotionnelle qui se développera avec les travers qu'il y aura avec et il faudra aussi les contourner et faire avec. Mais je suis optimiste et je suis certaine que prendre soin de sa santé mentale, c'est euh, permettre de dépasser les épreuves personnelles, mais aussi collectives. Prendre soin de sa santé mentale, c'est incontestablement prendre soin durablement de la planète et donc de l'humanité. Et je terminerai que le risque, ce serait de ne pas oser. Osons qu'être mieux ensemble devienne une réalité, notamment dans le monde du travail. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!